Alors, je reviens maintenant au 10 janvier. On a la séquence complète du génome du SARS-CoV-2. On est retourné dans les bouquins pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec le SRAS, qu'est-ce qui s'est passé avec le MERS. Bon, est-ce qu'on va pouvoir réutiliser finalement les mêmes approches qui nous ont permis de contrôler le SRAS et le MERS? Et surtout, on veut savoir ce qui se passe en Chine. Et la Chine ne communique très peu sur les données épidémiologiques. On sait que ça se passe à Wuhan, on sait que la situation a l'air tendue là-bas, mais en fait, on apprend très très peu de choses. Et il faut attendre le 20 janvier pour retrouver une autre figure de l'épidémie de SRAS de 2003, le professeur Zhong Nanshan, qui est un pneumologue chinois, qui est une vraie stature scientifique là-bas, et qui probablement avait le poids politique suffisant pour dire aux autorités chinoises, maintenant il faut qu'on aille parler et dire ce qui se passe, parce qu'on ne peut plus garder le monde dans l'ignorance complète de ce qu'on est en train de vivre à Wuhan. Et donc il est allé à la télévision, et il a été le premier à dire ce que les autorités chinoises n'avaient jamais dit jusqu'à présent, c'est qu'il y avait de la transmission interhumaine. Parce que la première question qui s'est posée quand vous avez un virus qui sort de l'animal et qui infecte des personnes à partir d'un marché, c'est est-ce que ce virus va être transmissible de personne à personne? Il y a des cas de virus qui sortent du monde animal, qui arrivent chez l'homme, qui donnent des cas et des symptomatologies chez l'homme, mais qui ne sont pas transmissibles d'homme à homme et qui du coup ne peuvent pas être responsables d'épidémies ou de pandémies humaines. C'est le cas de la grippe aviaire aujourd'hui. H5N1 a infecté occasionnellement des individus, à peu près 1000 depuis qu'il circule il y a 30 ans, un taux de létalité très élevé, 50% des personnes décèdent, mais il n'y a pas de transmission interhumaine de H5N1. Ça reste un virus qui n'est pas capable de se transmettre d'homme à homme. Donc ça, c'était la question qui nous obsédait tous au début. On voulait savoir, est-ce que ce virus allait être transmissible de personne à personne? Et la façon très simple de le savoir, c'est de regarder, est-ce que vous avez des cas familiaux? Et est-ce que vous avez des cas dans le personnel soignant, qui est au contact des patients? Et les autorités chinoises, jusqu'au 20 janvier, n'ont pas répondu à cette question. Et c'est Zhong Nanshan qui est allé à la télévision et a dit « Nous avons déjà 16 personnels soignants infectés ». En fait, il y en a beaucoup plus, mais le temps que les informations remontent, etc., lui, en tout cas, a pu dire 16 personnels soignants infectés. Ça signait la transmission interhumaine, le risque épidémique, voire pandémique. Et puis d'ailleurs, 3 jours plus tard, rappelez-vous, le 23 janvier, la ville de Wuhan est mise en confinement. Et le lendemain, la province de Hubei, 50 millions de personnes en confinement. Donc on se retrouve devant une situation qui passe d'un truc intéressant avec un bêta-coronavirus qui semble au SRAS et au MERS, qui a l'air d'agiter un peu les hôpitaux de Wuhan, à une situation assez ahurissante de 50 millions de personnes mises en confinement pour ce même bêta-coronavirus dont on a depuis 10 jours à peu près la séquence génétique. Et pour nous, donc, la question était de savoir, est-ce qu'il y a un truc qui s'est passé à Wuhan qui fait qu'ils se sont retrouvés dans une situation aussi dramatique, mais que nous, on pourra éviter parce qu'on sait aussi comment lutter contre le SARS et le MERS, ou est-ce que c'est quelque chose qui va nous arriver à nous aussi? Et du coup, le 24 janvier d'ailleurs, le lendemain du confinement de Wuhan, premier cas qui arrive en France, ils étaient 3. La semaine suivante, 3 autres cas. À chaque fois, on diagnostique, on isole, on teste tous les contacts. Et à part un couple qui avait été infecté ensemble, pas de cas secondaires dans les contacts qu'on peut tester de toutes les personnes qui ont été hospitalisées en France sur les 6 premiers de la fin janvier. Et puis reviennent les personnes qui vivaient à Wuhan, les rapatriés de Wuhan qui sont à Carry-le-Rouet, dans le sud de la France. Ils sont à peu près 200, tous testés, tous négatifs. On a ensuite l'épisode des contamines Montjoie, vers le 8 février. Un chalet, ils sont 15, 12 des 15 dans le chalet vont être infectés. 6 vont être en France, les autres étaient en Angleterre. Mais sur les 6 qui sont en France, on les isole, on teste tous les contacts, 350 personnes dans la ville de Contamine, dont les enfants d'une école où l'enfant de 9 ans est allé, tous négatifs. Donc on se retrouve de façon répétée avec cette situation où on se dit finalement, quand on isole précocement, on teste les contacts, tout le monde est négatif, peut-être qu'on va s'en sortir. Et courant début février, on était quand même très partagés en train de se dire il s'est passé un truc incroyable en Chine, mais nous, à chaque fois qu'on a pu isoler précocement, on a pu éviter les cas secondaires et ça va nous empoisonner cette histoire. On va avoir des cas qui vont se déclarer partout, il va falloir tester en permanence, isoler en permanence, mais peut-être qu'on pourra éviter ce qui s'est passé en Chine si on est très rapide. Et c'est finalement l'expérience qu'on avait eue avec le SRAS et le MERS. Donc on avait quand même des raisons de se dire que ça pourrait ne pas tourner au drame comme ça l'a été en Chine.